Salut Joël, bienvenue chez Aerochrome Studio. J'espère que tu vas bien. Ça va très très bien, bien réveillé et voilà, ça va bien. Ouais. Ça va bien. On t'a réveillé un peu tôt aujourd'hui. C'est vrai. Mais c'est moi qui ai demandé l'horaire matinal. Donc ça. Ok, ouais, c'est bien. On va commencer du coup. Donc toi, tu es le PDG de BMS. Et ça. On va essayer de parler un peu d'e-sport. On sait que tu as une grande carrière déjà dans le streaming. C'est un grand mot. Tu as une grande carrière sur les réseaux sociaux. Tu étais un tweetos, ensuite un streamer, un youtubeur aussi un peu. Donc, on va essayer de parler des débuts. Donc là, on a les débuts dans l'e-sport, dans le monde de l'e-sport. Ça, c'est 2019 quand je vais à l'AS Monaco. Mais à la base, ça, c'est que c'est un effet papillon de malade. C'est que en 2018, moi, j'étais un gros joueur de FIFA à la base. Moi, à la base, vraiment, depuis que je suis petit, quand j'étais petit, je voulais être joueur pro de PES. À l'époque, c'était pas comment du Moi, c'est PES de base. Ouais, voilà, PES vers 2003, c'était pas né. Qui t'étais né? Si, moi, je suis né en 2003. Ok, 2003, 2003, 2002, 2003, 2004. En fait, j'étais super fort à PES. Au début, tu sais pas si tu l'es vraiment parce que tu bats les gens de ton quartier, tes potes. Mais de plus en plus, quand je me déplaçais dans d'autres villes, je mettais des corrections aux gens et c'est devenu là où je me suis dit, putain, j'aimerais bien être pro. À l'époque, c'était pas comme maintenant où tu avais les réseaux sociaux où tu savais vraiment rapidement où aller si tu voulais faire de la compète. Donc, il fallait aller sur Internet. Il y avait un site qui s'appelait soccers.fr. Et c'est là que je commençais à suivre tout ce qui se faisait en e-sport jusqu'à mes 13, 14, 15 ans. Et c'est là où j'ai eu mes premiers contacts avec l'e-sport. C'était en regardant les tournois de Bruce Granek. Je sais pas si ça te parle. Bruce Granek, moi j'avais 15, 16 ans. Maintenant, il doit avoir 17, 18. Et c'était déjà un monstre sur Pro Evolution Soccer. Je regardais ces tournois, on nous balançait des liens pour regarder les tournois et tout. Tu sais, on n'avait pas Twitch. Ouais. Et vrai que Justin TV, je sais même pas si c'était encore là. Mais en fait, on regardait via des liens. Et donc, à partir de là, j'ai vraiment poussé le truc. Pendant très longtemps, j'ai joué à FIFA. J'ai commencé à jouer à FIFA il y a quoi? En vrai, je commençais à jouer à FIFA en 96, 97. Ah ouais. Ouais, moi, je commençais à FIFA 96, 97. Ensuite, je suis passé sur ISS, qui est l'ancêtre de PES. Et j'ai joué à FIFA. J'ai joué à PES au 07, 2007. Du 07 au 2018, je jouais à FIFA. Et la bascule s'est fait vraiment vers le 2018. En fait, il s'est passé un truc, c'est que, tu sais, vers le mois de mai, juin, juillet, août, tu vois, il se passe plus grand-chose dans le jeu. Ouais. Donc, je cherchais d'autres jeux auxquels jouer. Et en été 2018, je télécharge la démo de PES et je me remets au jeu. Et je commence à kiffer. Je me dis, mais attends, mais je n'avais pas joué à PES depuis 5-6 ans. C'est les émotions. Et je vois, le gameplay est différent. Le jeu est beaucoup moins scripté, donc je commence à me mettre à fond sur le jeu. Et au final, je me dis, cette année-là, je vais faire que du contenu sur PES. Je prends un risque. Parce qu'en plus, sur FIFA, c'était beaucoup plus de monde, mais il y avait beaucoup plus de personnes pour regarder. Donc, j'étais beaucoup plus sur PES. Et de fil en aiguille, vu que la communauté PES est direct avec mes stats, à l'époque, je faisais 150, 200 viewers de moyenne. Par rapport à maintenant, c'est pas énorme, tu vois, mais à l'époque, sur du PES, j'étais l'un des plus gros streamers européens sur le jeu. Ouais, parce que la scène était minuscule. La scène, elle est minuscule. Donc, direct, je commence à être contacté par Konami, qui me dit, ouais, ça dirait qu'on fasse du contenu, moi, j'étais trop content. Et entre-temps, entre 2018 et 2019, il y a un partenariat entre Konami et l'AS Monaco. Ok. Donc, j'étais pas mal. Donc, j'étais un peu dans le radar de l'AS Monaco. Et au terme de la saison 2018-2019, tu as l'AS Monaco qui me propose un contrat d'ambassadeur à l'AS Monaco eSport. Et vu le salaire, je refuse pas. Stylé. Non, je suis allé pour l'argent. Je suis là vraiment pour l'expérience parce que, à la base, moi, je voulais faire une structure eSport 1 ou 2 ans avant. Et j'avais pas forcément les fonds. Et là, c'était une bonne occasion de me faire la main dans le milieu, quoi. Ok. Et c'était quoi, toi, ton rôle chez AS Monaco? Ambassadeur. À la base, j'étais juste ambassadeur, créateur de contenu. Et rapidement, je deviens, de façon plus ou moins officieuse, un manager. Ok. En gros, dès que les joueurs... Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu es dans une équipe e-sport comme l'AS Monaco, qui est dirigée par un club de foot, les informations, par exemple, quand un joueur veut parler à un manager, je voudrais ça, Ça met du temps à monter. ça met du temps à monter. Et moi, j'avais des contacts directs avec les plus hauts dans la hiérarchie. Ok. Donc, quand les joueurs avaient des problèmes ou des trucs ou des demandes, ils passaient par moi directement. J'allais voir le staff. Ouais, tel joueur aimerait ci, tel joueur aimerait ça pour streamer. Est-ce que vous auriez ci, est-ce que vous auriez ça? Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de plus tard créer ma structure. Ok. Et du coup, toi, t'as pensé quoi à ce moment-là du monde de l'e-sport?
Je sais pas si c'était vraiment tes premières touches avec le monde de l'e-sport, mais Dans le milieu, enfin, en tant que métier, c'était la première fois. Ok. Mais sinon, moi, l'e-sport, je te dis ça depuis 2003. ok, 2003, moi, là-bas, je suis un fan de Vitality. ok, Sans vraiment être à fond sur Call of ou... Mais vraiment, moi, j'étais un fan de Vita à la base. J'étais un gros fan. Moi, je suis un gros fan de Neo. Les gens, ils le savent forcément. Moi, l'un de mes exemples en e-sport, c'est Neo. Neo de Vitality. c'est le visionnaire de l'e-sport un peu. Ah, mais clairement, il était là quand il n'y avait rien du tout. C'est ça. Il était là quand il y avait que dalle, tu vois. Et il a cru, et Vita est toujours là, tu vois. Il y a des super teams qui ont été créés. T'as des Cassés, t'as des Gentlemates qui sont là. T'as des Solari aussi. Mais lui, il est toujours là. Et Ouais, lui, moi, c'est... ils ont tous marché sur ses pas. Et voilà, tout le monde a plus ou moins marché sur ses pas. Et moi, vraiment, à la base, c'était un truc qui m'inspirait énormément. Ok, impeccable. Ok, bah parfait. Je pense qu'on a fini sur cette. Ça va, je développe pas trop. Non, tu peux développer plus. Ok, ça marche. C'est parfait. Parfait. Ok, d'accord. Du coup, toi, c'était ta première expérience dans l'e-sport. Comment est-ce que toi, après, tu t'es dit, je vais penser. Enfin, comment est-ce que l'idée a germé dans ta tête de potentiellement pouvoir créer une truc? Est-ce que c'était un souhait par compétition, parce que tu voulais faire mieux que les autres, ou est-ce que c'était simplement parce que c'est juste une passion, hein, on est tous dans l'e-sport, du coup on se dit tous, on rêve un peu d'avoir notre propre structure, faire Ouais. nos propres matchs, C'est nos couleurs. un peu des deux. En fait, déjà, il y avait la volonté d'être dans ce milieu-là. Parce que moi, j'ai toujours aimé ça, l'e-sport, la compétition, les jeux vidéo global. Mais aussi, il y a une part d'ego. J'explique, quand j'étais parti à l'AS Monaco, moi, de mon point de vue, c'était pas très bien géré. Je dis pas que c'est facile, c'est dur, je la structure e-sport. Il y a toujours des trucs. Les gens vont chercher des boucs émissaires un peu à gauche à droite. Ouais, c'est parce qu'il y a si. Ouais, mais pourquoi ils mettent de l'argent dans l'e-sport? Et si, et ça arrivait par exemple en Allemagne avec Schalke 04, qui était en LEC. Quand Schalke 04 est descendu, les gens disent ouais, mais qu'est-ce qu'on fait dans des trucs de League of de jeux vidéo, coûte cher et tout. Donc t'as quand même ce nerf-là du club de foot. T'as des bénéfices, mais aussi t'as des inconvénients. Et moi, non, c'est le réseau. Bah, génial. Vas-y, t'inquiète. Ils n'entendent pas, ok. Et moi, le problème par rapport à ça, c'est que j'étais frustré. C'est qu'on avait une super équipe, on avait des joueurs comme Simpson, on avait des joueurs comme Wawa, on avait un super roster Rocket League. Même si le roster Rocket League n'était pas exceptionnel, on avait un très bon joueur comme Extra, je sais pas si ça te parle. Non, Extra qui a gagné les Worlds de Rocket League 2-3 ans plus tard. En fait, on avait de super gros potentiels, de très très gros potentiels qui ont été mal exploités. Et c'est au terme de mon contrat. Il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai pas prolongé. C'est que premièrement, moi, en fait, c'est comme quand tu es dans un club de foot, tu as l'ambition de gagner avec des champions, toute proportion gardée, c'est-à-dire de développer. Tu te rends compte, supposons on est le Paris Saint-Germain, je suis Ousmane Dembélé et tu me vires, je sais pas, Marquinhos, tu fais partir Doué, tous les bons joueurs. Je me dis, mais attends, mais ils sont pas sérieux. dans quoi je me mets en fait? Moi, mon but, j'étais pas là que pour l'argent, j'étais vraiment là pour le step, pour qu'on évolue, qu'on progresse. Et tu te rends compte que le club n'a pas les mêmes ambitions que toi, alors qu'ils sont censés te driver pour que toi, tu aies envie de rester là. Et en fait, au fur et à mesure, j'apprends, il y a une réunion, ouais, il prolonge pas Vince de Smash. Vince, encore, je peux comprendre parce que c'est pas forcément le numéro 1 sur Smash, mais je comprenais pas dans le sens où c'est un mec quand même qui avait du buzz, des stats. Et quand tu veux développer une image de marque, c'est important quand même d'avoir des gens avec un peu de buzz. Donc ils le font partir lui. J'apprends qu'il veut le faire partir Wawa. Ça, c'était la goutte de trop parce que Wawa, c'était le plus gros joueur français sur Dragon Ball. Ils veulent faire partir Crimson, qui est le plus gros joueur sur Street Fighter. Et là, je comprends que... Donc derrière, moi, je parle avec mon pote Alex, avec qui je travaille toujours. Je lui dis, écoute gros, là, c'est trop bizarre. Je crois que je vais partir. Alex me dit, non, mais t'es bien payé, nanana. Entre-temps, moi, j'essaie de négocier plus ou moins une augmentation de salaire il m'augmente, mais c'est pas à la hauteur de ce que je veux. Et j'estime que mon arrivée a été bénéfique à l'équipe en termes de stats. Sur Twitch, on était passé de 20 viewers de moyenne à 300. C'est énorme, c'est bien, tu peux vendre plus ou moins des stats avec ça. Sur Twitter, on était passé de 8000 à 21 000, un truc comme ça. Donc moi, je suis dans un truc où je me dis, voilà, j'ai apporté beaucoup. 1, on ne donne pas les moyens pour que l'équipe se développe. 2, on ne donne pas plus d'argent. Au final, je me suis dit, la meilleure solution, c'était potentiellement de partir parce que je ne voulais pas descendre mes standards juste parce qu'il y avait de l'argent et tout. Bien sûr. Et au-delà de ça, c'est qu'entre-temps, j'ai des propositions. J'ai des propositions de Hoplon, qui est en EFL, pour travailler avec eux. J'ai des propositions de MCES. J'ai eu Hoplon, MCES. Il y avait qui d'autre? Hoplon, MCES. Ça te parle d'Easy Esport, la structure du frère d'Antoine Griezmann et tout. Donc, je me tourne vers chaque équipe. Je me rappelle. Ça s'est réglé en une semaine. Je vais voir Hoplon.
Au plan, je leur demande de l'argent, ils me disent ils n'ont pas. Ouais, en vrai, l'AS Monaco, ils ont les moyens, les autres, ils ont. Ils n'ont pas les moyens des autres, tu vois. Je me tourne vers MCES. Et MCES, c'était un frérot, je sais pas si ça te parle, Imran, c'est un mec qui était manager Fortnite à l'époque et tout, qui me dit ouais, viens, viens. Ouais, de nom, ouais. Voilà, donc moi, j'étais trop chaud. Et on fait un call, et chaque fois, j'en parle en stream, on fait un call un matin. Et moi, trop hypé. En plus de ça, je vais être honnête avec toi, ils ont fait une levée de fonds. Moi, dès que moi, je suis un gros stalker. Je sais plus où, je suis un méga stalker. Donc, je sais que MCS fait une levée de fonds. Donc, moi, je me dis, putain, on fait une levée de fonds, je ne gagnerai pas moins qu'à l'AS Monaco. Donc, je demande un salaire un peu élevé quand même. Parce que je sais qu'avec mes stats et vu ce que j'ai apporté à l'AS Monaco, je peux leur apporter quelque chose en plus. Donc, j'arrive, on fait un call. Le Benjamin, c'était un matin, j'étais trop énervé. Moi, j'aime pas. Moi, je lui dis, hein, moi, les calls. Bon, là, je suis tranquille, mais généralement, les calls. C'est pas un call. Non, là, c'est un call. Mais les calls, moi, souvent, c'est après 14h. Ouais. Le matin, j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler au téléphone et machin. Donc, on fait le call. Et donc, dans le call, il y a moi, mon associé Alex, Imran, le manager, et un mec de chez MCV. Je sais même plus c'était qui, mais je veux pas savoir. Et le mec, on commence à parler et tout. Et le mec, hyper froid, hyper sec. Ouais, tu penses que tu veux nous apporter quoi? Des phrases comme ça. Tu penses que tu vas nous apporter quoi là? Ouais, les RH. Tu sais, mais le mec, j'en dis, mais t'as envie de ton taf ensemble ou? Ouais. Non, tu vas nous apporter quoi? Blablabla. Je dis, ok, tranquille. Et à un moment, il y a la phrase de trop. Il me dit, je crois qu'il va sur mon compte parce que tu vas comprendre. Il me dit, mais je vois que tu fais trop tweeter, toi, sur Twitter. Et je me souviens, on était dans le call parce que j'avais un deuxième téléphone. Je prends mon deuxième téléphone, je dis à Alex, frère, ils sont pas là. Donc on parle à la fin. Et au final, je fais comprendre que j'ai pas envie de. J'ai plus du tout envie de discuter. Ouais, ils t'ont pas donné l'impression. J'ai plus du tout envie de discuter avec eux. Donc Et la dernière option, c'est. Entre-temps, je commence à me dire, en vrai, il y a peut-être un moyen qu'on crée notre propre structure e-sport en partant de tout en bas. Ouais. Et donc, l'idée commence à germer. J'ai des potes qui me disent, ouais, ça serait pas mal. Et juste après, j'ai le call avec Grizzly Sport. Je dis à Théo Griezmann, le frère d'Antoine Griezmann, je lui dis, écoute, moi, je serais chaud de travailler avec vous. Par contre, juin 2021, je m'en vais. Parce que je vais créer ma structure sport. Okay. Et il m'a dit OK et il n'a pas voulu. Et voilà, c'est parti. Voilà. Et c'est à partir de là où je me suis dit, on va lancer notre propre structure sport. On va commencer tout en bas. Forcément, on a moins de budget, on a moins de buzz, mais je préfère faire un truc avec notre propre DA, notre propre façon de... Il y avait un truc aussi qui me saoulait, c'était là, je te parle de DA, c'était dans la com. Pour moi, quand tu es une équipe e-sport, tu ne peux pas communiquer comme si tu étais Conforama ou le roi Merlin. Tu vois ce que je veux dire? Je suis très d'accord avec ça. C'est que souvent, les structures sport, c'est des coms. T'as l'impression que c'est des mecs froides, ils sont pas là. Des mecs de 45 ans qui sont derrière qui ont fait une école. J'abuse quand je dis 45 ans, c'est des mecs qui ont peut-être la vingtaine, mais qui ont. Corpo de fou, en fait. Voilà, c'est très cadré, qui ont fait des écoles de commerce, qui vont te sortir des vilains gifs de G-Fi et ils vont des trucs pas drôles, tu vois. Ouais. Des fois, il faut savoir être piquant, il faut savoir envoyer, il faut savoir être à la limite, il faut savoir être borderline, tu vois. Très important. Et je me rappelle quand on était à Monaco, des fois, je voulais faire des tweets quand on battait des équipes. Non, mais surtout pas. Donc là, je me suis dit, si on fait un truc comme ça et que nous, on est derrière, on pourra se permettre d'avoir plus de liberté dans notre façon de communiquer. Ok, du coup. Et vu que tu as bossé avec l'AS Monaco, qui est du sport relié à un club de foot, est-ce que tu as remarqué peut-être un décalage de culture entre leur façon de voir l'e-sport et Totalement. C'était, en fait, le truc, c'est... Le problème, et j'en ai parlé avec d'autres clubs, j'ai parlé avec d'autres potes, le problème, c'est que souvent, ils voient un peu trop l'e-sport comme du foot. C'est en train de changer, mais eux veulent, par exemple, tu vois, au foot, les retombées sont plus ou moins directes. Quand tu vends des maillots, il y a de la billetterie, il y a tous ces trucs-là. En e-sport, t'as pas ça. Quasiment personne n'a la billetterie, il a cassé. Ils viennent toujours avoir un peu leur billetterie via les arènes. Mais eux, ils avaient souvent la flemme d'investir parce qu'ils ne voyaient pas de retour sur investissement. Alors que le retour sur investissement, on en reparlera plus tard si tu veux, mais quand tu investis sur un tournoi, tu ne vas pas gagner de l'argent directement, tu vas en perdre. Mais si ton joueur fait de la perf, dans un top 8, il y a 30 000 viewers, c'est là où tu gagnes des sous. Et ces mecs-là, souvent, on ne voyait pas ça comme ça. C'était, il faut direct, quand on fait un truc, ça doit faire 10 000 likes, j'exagère 10 000 likes, tout ça. Et ils ne le voyaient pas comme ça. C'est que souvent, ils ont des mentalités, tu sais, très entreprises. Alors que l'e-sport, c'est vraiment un game qui est très différent. Tu ne fais pas de l'e-sport pour gagner de l'argent. C'est ça. Voilà. De toute façon, il n'y en a pas. Il y en a, mais c'est dur. Faut aller les chercher. Faut aller le chercher, clairement. Ok, d'accord. Du coup, en parlant d'argent, on va passer à la deuxième image. Ah, les maillots, le merchandising. On va parler du merchandising. Alors là, c'est Joël, chef d'entreprise. Exactement. Moi, dédicace aux usines chinoises.
Ouais. Beijing One. Merci pour le connu. Moi, je sais que tu as été. Enfin, j'ai deviné que tu as été assez impliqué dedans. Ou est-ce que tu avais lancé une marque de protéines alimentaires Ouais, t'as renseigné, toi. avec Alex? Exactement. Ça, t'as des gros bras en direct, t'en as pris. Ouais, merci, ça fait plaisir. Ouais, du coup, tu as lancé. C'est là que vient BMS. Hein, Exactement. Mutated Subs. Ouais. Et vous avez lancé un merch sur cette marque avec un t-shirt avec les nuages de l'Akatsuki sur le côté. Exactement. Et le premier maillot de BMS, c'était un truc qui ressemblait beaucoup. Et du coup, je me suis dit que tu as été impliqué dedans, vu Totalement. que Mutated, c'était toi et Alex. En gros. Ouais. Et du coup, je voulais te demander quelle place exactement ça prend dans la gestion d'un club e-sport, ce business-là du merchandising. Et à quel point est-ce que c'est important, au final, pour la survie d'un club? Bah, moi, je te parle sérieux. Nous, dans notre cas, c'est hyper important. C'est peut-être 50% de nos revenus. Okay. C'est peut-être si on vend plus de maillots, on est mort. D'accord. Clairement, la structure, elle ferme, tu vois. Et pour le coup, là, tu montres les... ça, c'était l'édition qu'on avait fait avec Nice Cactus. Il y a une histoire de dingue derrière. Ouais, je sais qu'il y a eu des problèmes. Il y a une histoire... Mais je te raconte l'histoire, mais j'étais fou, moi, un peu. Hein. Maintenant, je suis plus vieux. Encore, j'étais pas jeune non plus. En gros, on a un partenariat avec Nice Cactus. Bon, je vais être transparent avec toi. Quand je quitte l'AS Monaco, après, c'est business. On quitte l'AS Monaco. Moi, je veux contacter tous les sponsors de l'AS Monaco. Plaisir, Nice Cactus. Il y avait Plaisir, Nice Cactus, Nacon, tout ça. Ok. Et je viens, je leur dis, ouais, écoutez, moi, j'étais à Monaco. Nous, on a fait ci. Regardez, ça, c'était moi. Vous voyez, les stats, là, c'est pas eux, c'est moi. Tu vois, tu vois, non, mais il faut... C'est vrai, dans ce qui est à César, ce qui est à César. Il faut se vendre. Donc, dans le lot, on a créé Nice Cactus. Donc, Nice Cactus, si tu veux, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une boîte qui, en gros, c'est une plateforme en ligne qui regroupait plein de tournois en ligne. Tu avais du Mario Kart, FIFA, des trucs, avec des récompenses. C'est ça, c'est un business model un peu bizarre, tu me diras, mais on a bossé avec eux. Et au départ, tout se passe bien. On a dit avec eux, ça se passe très très bien. Ils nous payent et tout. Tout ça. Et entre-temps, ils nous proposent un deal. Ils ont un vendeur. En gros, tu as Nike. Ok. Et Nike a des revendeurs. Et là, leur gros revendeur numéro 1 en France, c'est Etin. Okay. Etin, en gros, qui s'occupe de la gestion des clubs de foot de Ligue 2, par exemple. Tu vois, c'est pas Nike. Nike est en contact direct avec le Paris Saint-Germain. Ouais, normal. Mais un club comme Grenoble, c'est pas Nike direct. Enfin, Grenoble, je sais pas, mais il y a des clubs... Genre, à l'époque, je sais plus si c'était Grenoble, bref, il y a des clubs qui sont... Ils ont des intermédiaires. Ils ont des intermédiaires, donc Etin passe avec nous, donc on fait nos maillots, tout ça. Donc en gros, sur les maillots, comme eux, étant donné qu'ils fabriquent les maillots, ils font la livraison, tout le tralala. Nous, on a juste une com, juste une com sur les maillots. Tout allait bien. Sauf, à un moment, on passe à une phase où on commence de moins en moins à avoir nos paiements. Et ça nous met dans la merde. On a eu des retards de salaire à cause de ça. Okay. Ça nous met grave dans la merde. Ça nous met dans la merde de ouf. On a eu des problèmes. Donc moi, je dois mettre de mes thunes. Alex doit mettre de mes thunes. Et si. Deuxièmement, ils ne donnent pas toutes nos indemnités mensuelles sur le sponsoring. Ouais. On a la vente des maillots. Les maillots, les premiers maillots, je crois, on vend un truc genre 600 maillots. Ouais, ça part vite. Mais en fait, 600 maillots, les gens vont dire c'est énorme. Hein. C'est pour une structure comme la nôtre, on est tout petit et on n'a pas le buzz à casser. On n'a pas le buzz de Vita. On n'est pas en LEC. On n'est pas en LFN. On n'est que sur Smash. À la base, à ce moment-là, on vend les 100, on est que sur Smash. En plus, au début, il n'y a rien encore. On n'a que dalle. Ouais. On vend 600 maillots. Donc. Après, c'était très stylé quand même, faut le dire. Ouais. Moi, j'aimerais bien sortir le truc Akatsuki, mais c'est pas vraiment Akatsuki en plus. Attention, pour pas que j'ai de problème de droit ou je sais pas quoi. C'est un nuance rouge complet. Voilà. Question là-dessus. Et en fait, entre-temps, ce qui se passe, on ne reçoit pas nos indemnités. Et à un moment, je me retourne vers le sponsor. Je dis, écoutez, là, on a vendu, j'en montre parce qu'ils nous avaient filé un fichier Excel et tout, avec toutes les ventes, les machins. Je dis, écoutez, les mecs, on a vendu tant de maillots, où est notre argent? Et là, quelques temps plus tard, on apprend qu'ils sont en liquidation judiciaire. Ah ouais, la dinguerie. Ouais, ils ont plus d'argent. Donc, on ne reçoit pas, je crois, 3-4 mois de sponsoring. On ne reçoit pas les petits, parce que le pourcentage sur les maillots, c'était tout petit. On ne touche pas les tout petits pourcentages de la vente de maillots. Je crois qu'on devait toucher 15 000 balles. Donc, on perd 15 000 balles. Plus tous les sponsors. Mais c'est énorme, c'est trop bien pour nous, 15 000 balles. 15 000 balles, tu payes les salaires. En plus, à l'époque, on avait 3 joueurs sur H, tu vois. Tu payes les salaires et tu peux partir en major. Tu peux partir en major aux États-Unis tranquille. Et en plus, on a Airbnb classe et on mange bien. Et il te reste des sous en plus. C'est pas. Donc, on commence à envoyer des messages, des chants, des trucs. On veut notre argent, blablabla. Donc, moi, à l'époque, mon ex, ma copine était avocate.
Et je lui dis, c'est comment, je dois gérer ça comment? Elle me dit, en gros, je pense que c'est mort. Parce que s'ils sont en liquidation judiciaire, ils doivent avoir des super gros créanciers, des gens à qui ils doivent peut-être des sommes à 5, 6 chiffres et tout. En vrai test, mais le problème, c'est que tu vas perdre beaucoup de temps Tu reverras plus jamais. et tu vas peut-être pas tes sous. Et donc, moi, quand j'apprends ça, je commence à péter un câble. Et je commence à taper le prénom du CEO de Ines Cactus. Je veux lui parler directement. Où je t'ai mis mes thunes? Je vais sur Twitter, il a désactivé. Je vais sur Insta, il est en privé. Et sur LinkedIn, il l'avait désactivé. Je le retrouve pas. Oui. Et je pète un câble. Et je voulais le retrouver. Le mec, je vais dire, mec, où sont mes thunes? Je voulais le retrouver. Maintenant, je suis calmé. Mais à ce moment-là, j'étais en feu. Je voulais le retrouver. Et au final, on a notre argent, on le retrouve, on le reverra plus. Ouais, l'argent, on le reverra plus. Ils nous ont mis à l'envers. Ça nous a mis dans la On merde. savait qu'ils allaient être en liquidation. Ouais, c'est ça. Avec... Et entre-temps, nous, on comptait sur cet argent-là refaire des maillots derrière. Parce que la production de maillots, ça coûte quand même cher. Ouais. Même si ça nous coûte un maillot, le coût unitaire d'un maillot n'est pas cher. Mais c'est que si tu veux vraiment faire diminuer tes coûts, tu dois faire des grosses quantités. Bien sûr. Tu vois, tu dois faire des grosses quantités. Et on voulait pas juste débarquer avec un maillot. On voulait faire un maillot, un t-shirt, hein. Et on n'avait pas les fonds. Donc pendant un long moment, pendant 1 an et demi, 2 ans, on fait pas de maillot. Et tout le monde, ça devenait le running gag. Ouais, on n'a pas de maillot, on n'a pas de maillot, on n'a pas de maillot. À un moment, moi, je suis en pétard, je commence à avoir des grosses OP, des trucs, et j'ai financé de ma poche les maillots. On les a fait, on a commencé à les produire vers le mois de mars 2024, quelque chose comme ça. Et on a eu tous nos stocks vers juin 2024. On sort les maillots, les maillots. Je passe à Smash. On sort les maillots et on fait sold out sur le maillot noir, sold out sur le maillot blanc. Le bleu, il se vend beaucoup moins parce que les gens disent qu'il est moche. Moi, je le trouve très beau. Hein. Bah, le maillot bleu, le troisième maillot bleu a floppé au début. Mais je vais être honnête, il a floppé de ouf. Genre, les maillots noirs et blancs, je pense qu'en une semaine, on a quasiment plus rien. Même il en reste, mais il doit en rester 2-3 à chaque fois, tu vois. Et le bleu, au début, se vendait pas du tout. Et en fait, étant donné qu'il y avait plus de noir et de blanc, bah, les gens se sont rabattus sur celui-là. Et c'est grâce à ça qu'on a fait de blanc. Donc oui, le merchandising, pour nous, c'est méga important. Et on le dit à chaque fois, c'est peut-être le truc le plus important. Parce que les sponsors, tu dépends d'eux. Bien sûr. Tu vois, le sponsor, s'il veut demain, par exemple, on a eu un sponsor. Si le sponsor, il veut donner moins d'argent, c'est la seule entrée d'argent. C'est là tu peux potentiellement pas dire non. Tu vois, ouais. Si tu as donné beaucoup et que demain, tu peux pas dire non. Si demain, le sponsor se retire, tu es dans la merde. Alors que le maillot, le merchandising, les t-shirts, les maillots, les jeans, tout est là. Tout est là et tant que ça part. Ces derniers temps, on a pas mal de ventes en plus. En vrai, ouais, pour nous, c'est hyper vital. Demain, si on remplit de maillots, on est mort en fait. Ok, d'accord, très bien. Parfait. Du coup, on va passer à la troisième image. Vas-y. Ça va être intéressante. Moi, tu es soleil. C'est un sujet qui me plaît. Ah ouais. Du coup, là, on te voit avec Alex le piéton. Ouais, j'étais jeune là, putain. Alex le piéton, du coup, ton associé. Moi, j'ai envie que tu nous parles un peu de comment est-ce que ça a commencé vous deux, là, parce que vous avez une synergie de fou. Ouais. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble. Ouais. Sur la description de cette photo sur Instagram, tu as dit l'homme qui m'a rendu riche. Oh bah oui, c'est vrai. Moi, je suis trop reconnaissant. Parce que moi, à la base, j'étais un tweetos. Ouais. Déjà, la jeunesse de notre rencontre, moi, j'étais un peu dans la mentalité hustler. Tu vois, du genre de quartier, j'étais pauvre et tout. Et ouais, je dis bien j'étais, je dis merci. Et donc, à l'époque, je vendais des baskets. Des vêtements. Ouais. C'est un taf de merde. Franchement, ça... Ouais, tu travaillais chez Gémeaux. Ouais, t'es bien enseigné, je travaillais chez Gémeaux. Ça me tuait. Toucher 1200 balles. Après, tu payes ton loyer, tu payes ton essence, il te reste plus grand-chose. Tu kiffes pas, quoi. Donc, j'ai commencé à... J'avais un pote qui me vendait des compléments alimentaires pour pas cher. Il les vendait. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé à vendre des compléments alimentaires qui me vendaient à d'autres un peu plus cher. Ils me prenaient une marge. Donc, ça, à lui dire, ouais, vends-moi des pots, vends-moi des pots. Donc, je lui ai acheté ces pots et moi, je les revendais dans ma salle. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends. Et en plus de ça, je te parle d'une époque où Amazon existait, mais c'était pas démocratisé comme maintenant. Maintenant, dès que tu veux des compléments alimentaires, tu penses Prozis, MyProtein, tous ces trucs-là, c'était quasiment inconnu. Donc moi, j'avais mes réseaux sociaux. Et au début, je vendais aux mecs de ma salle, tout ça. Et à un moment, je me dis, tiens, je vais me faire un site internet. Et j'allais lancer une candidature sur Twitter. J'avais dit, ouais, est-ce qu'il y a des mecs qui savent faire des sites? Et il y a Alex, maintenant, il est un peu enrobé. Mais à l'époque, il était costaud. À l'époque, il était un peu... il était frais. Tu vois, il était un peu... Il était fin. Il faisait de la danse. Il faisait de la danse. Il était fin, il était fit et tout. Et lui, il faisait de la muscu, tu vois, il était tracé. Et il me dit, écoute, moi, je suis en école de dev. À l'époque, il était encore à l'école. Il est dans mon école, enfin, il était dans mon école. Ah, ok, t'étais à... Ouais, Il était à l'école. Et il me dit, ouais, si tu veux, moi, je suis dev.
je suis encore en école des devs, mais je peux t'aider de faire un truc. Et je dis ok. Donc à la base, comme j'avais pas un gros stock, j'ai commencé à faire des programmes de musculation. Moi, je suis de l'école. Pour moi, la musculation, sauf si vraiment tu veux atteindre certains paliers, t'as pas besoin de coach. Ah ouais, non, je suis d'accord. Moi, je suis formel. En fait, tu as tellement de... Pour moi, surtout que maintenant, tu as TikTok, tu as tout ça. Moi, je suis d'une époque où j'ai commencé la musculation en 2010 et le poids de corps en 2005. En 2005, on avait déjà énormément de data pour savoir tout ça. Donc moi, j'étais dans un truc où je me suis dit, bon, je vais faire des programmes et je ne les ferai pas payer, tu vois. Parce que je pense qu'avec cette base-là, ça peut suffire pour aller... Enfin, au début, je faisais des programmes, mais je gagnais pas d'argent. Donc derrière, c'est là Alex, il m'a dit ouais, mais viens, on essaie c'est une histoire de ouf. Viens, on essaie de trouver des fournisseurs pour vendre des compléments alimentaires. Et c'était pas comme maintenant. Maintenant, t'as ChatGPT, il peut trouver plein de trucs, te sourcer tous ces trucs. À l'époque, c'était une mission. Tu tapes sur Google grossiste en complément alimentaire, t'as rien. Ouais. Genre vraiment rien. Un jour, je te jure que c'est vrai. Et à chaque fois, je raconte cette histoire. Et un jour, j'étais à la caisse de mon magasin et je croise un mec qui s'appelle Gilles, un mec bodybuildé de ouf et tout, avec qui je bossais avec lui, un ancien. Et il me dit, ah, tu travailles ici? Je dis, ouais, et tout. Et je lui dis, tu fais quoi, toi? Il me dit, moi, là, je suis en train de lancer ma marque de compléments alimentaires qui existe encore, elle s'appelle Addict Sport Nutrition. Ok. Elle existe toujours, elle se vend bien en plus. Et je lui dis, écoute, moi, je veux me lancer dans le game. Est-ce que t'as pas un contact et tout, en plus de ta marque, je voudrais vendre et tout? Est-ce que t'as pas un contact? Il me donne un numéro. Et donc, je dis, Alex, t'as gris, j'ai un numéro pour aller voir un grossiste, tout ça, nanana. Donc, j'appelle le grossiste. J'ai une autre histoire avec le grossiste. Et j'appelle le grossiste et il me dit, vas-y, mercredi, venez. Donc Alex et moi, Alex avait plus d'argent que moi à l'époque, donc moi je mets 300 balles, Alex il met 700 balles et on achète un stock de compléments et tout et on les coule. Et je me rappelle le truc c'était comment dire, on utilisait Snap. En gros moi j'avais Snap. Ah ouais, tu vendais ça sur Snap. Ouais, j'avais sur Snap et t'avais la localisation. Ouais. Donc moi quand j'allais quelque part, je mettais par exemple si j'étais je sais pas dans 93 à Saint-Denis, je mettais Saint-Denis, et si un mec était dans les parages, il me dit ouais, moi je dis n'importe quoi à Bobigny, j'aimerais ça. Donc on avait une plateforme, le mec paye un acompte de 6 balles, on a une plateforme ou PayPal de 6 balles et tu payes les 6 balles, je viens et mon coffre était plein, donc si tu veux ci, ça. Et on a fait ça. C'est pour ça que je dis qu'il m'a rendu riche parce que derrière, on avait fait des compléments alimentaires et il m'a beaucoup aidé dans ma carrière de streamer. Parce que moi là-bas, je vais pas streamer. Moi. Ah ouais? Non, j'ai mis du temps avant de me mettre à faire du stream. Moi, je voulais pas. Dès 2016, il m'a dit fais du stream. Il m'a dit ouais, mais je pense que tu peux percer, fais des vidéos YouTube. J'ai toujours pas fait de vidéos YouTube. Il m'a dit fais des vidéos YouTube. Moi, je suis sûr que tu peux. Ouais, mais je suis sur la chaîne de Zach ou d'autres chaînes. Il me dit moi, je suis sûr que tu peux percer. Nanana. Et donc, je commence à streamer en 2016 sur YouTube. Je faisais du FIFA. Honnêtement, ça allait. Ça allait pour un mec comme moi. Je faisais 20-30 viewers sur YouTube. Bien, c'était pas mal. Et j'ai arrêté. En 2017, je reprends Twitch et j'arrête. Et c'est vraiment pendant le confinement où je commence à mettre... Un peu avant le confinement, je commence vraiment à streamer. Et là, je commence à voir l'argent, tous ces trucs-là. Là, t'as compris que voilà. un plat vendre chaud. C'est trop tranquille. C'est là, il m'a aidé dans plein de trucs, dans plein de machins. Ok. Ouais, moi, je le vois un peu comme l'homme de l'ombre, un peu. Ouais. Clairement. Au début, c'était vraiment lui. Il a été dans son truc. Et moi, j'étais devant, il me projetait. Là, maintenant, il est un peu plus sur ses projets. On est toujours ensemble. Ouais, je sais, je vais parler. Il est un peu plus sur ses projets. Et moi, on est toujours sur BMS et tout. Mais moi, maintenant, j'ai mon staff. Ouais, ça roule tout seul. Ouais, ça tourne tout seul maintenant. Ok, très bien. Ok, bah, génial. On va passer à la prochaine image. Bon, c'est la plus importante de l'interview. Oh, le vieux logo BMS. C'est familier pour toi? Bah, bien sûr. Très familier. Le vieux logo. Bon, j'ai envie que tu nous en parles un peu déjà du logo, hein, premièrement. J'explique. On aime bien l'artistique ici, du coup on a envie de comprendre c'est quoi cette DA américaine. Alors là, la DA du Texas. Je vais t'expliquer l'histoire du logo, c'est du grand n'importe quoi de ce premier logo. En gros, déjà à la base, je savais pas comment on allait s'appeler. Tu sais, il y en a souvent, ils ont des histoires, ouais, c'est la lune, machin. Regarde les menteurs, il y avait ma mamie et tout. Tu sais qu'on allait sur le premier rendez-vous avec Alex, on était pour ça à la chicha. Il travaillait dans ma rue, genre pas loin des locaux de Red Bull. Il travaillait, donc moi j'allais à pied pour chercher, des fois on se posait et tout. Et il avait une chicha juste en bas de son taf. D'ailleurs, c'est très drôle, Alex, il a un projet d'ouvrir une chicha. C'est une histoire vraie. Hein. Et on était en bas et on cherchait des noms, des comment on va s'appeler, blablabla et tout. Et à un moment, carrément, tout le monde est désespéré. On va sur les générateurs de noms. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, mes frères, on n'a pas eu. Et les noms générés puent tellement la merde. Keyboard Warrior, Spot.
Il y avait Mao Sport, mes frères, ça existe déjà, tu vois. Ouais. C'était des trucs de merde. Donc, on ne sait pas, on est en galère, on ne sait pas comment ça s'appelait. Donc, on veut créer une structure, mais on ne sait pas comment ça s'appelle. Et gros hasard, tu sais que souvent, on dit sur Discord, c'est un peu après le confinement, on était sur Discord. Et souvent, je vois FIFA. À l'époque, maintenant, sur FIFA, Alex, mais à l'époque, je lui cassais ça. Je lui cassais de sa gueule. Parce qu'il m'arrête dès la première fois, dès ta première rencontre, tu l'as cassé. Ah, il t'a raconté? Non, mais. Tu sais que la première fois qu'on s'est rencontrés, Alex et moi, en vrai, Tu l'avais je l'ai pas bossé sur FIFA. Tu sais que à chaque fois, je dois arrêter. Parce que moi, j'étais un gros geek. Je sortais pas de chez moi, juste jouer à la cour. Ouais. Première fois, je mets un coup franc avec Marc Reus. Je prenais de Borussia Dortmund. Formation de 3 défenseurs. Et donc, ce jour-là, on jouait à FIFA. Et je me rappelle, au début, tu sais, on joue. Je crois que c'est la première année où il y a des équipes féminines. Ok. Détail. On joue, au début, on fait des matchs Barça Bayern, jeu tabac, équipe nationale, équipe nationale, équipe de clubs. Et on se dit, vas-y, on teste les équipes féminines. Les équipes féminines, il y avait que, à l'époque, je sais pas si c'est les clubs, il y a les clubs maintenant, il n'y avait que les sélections. Et il prend le brisé, je prends les États-Unis. Ok. Et moi, je sais plus, je marque un but, à un moment, il y a un ralenti, et je lui dis, mais il est stylé le logo des États-Unis. Ouais, il est vraiment très stylé. Tu vois, il est pas mal le logo des États-Unis. Tu vois. Et c'était vers là, on avait déjà plus ou moins décidé qu'on allait s'appeler BMS par rapport à la boîte. Et le BMS, le truc qui nous avait convaincus, c'est le Scorpion. Drill FR4. C'était sûr. Même quand il dit Black Mafia comme BMS, et c'est là où on s'est dit, mais BMS, Tubes, BMS. Donc le soir, je cherche des polices, des typos. J'ai galéré pour la retrouver. J'ai galéré pour trouver cette typo. Je l'oublierai jamais. J'ai galéré. Il y avait des trucs qui ressemblaient et tout. Donc, je prends Photoshop, je gomme le USA et je mets BMS à la place. Et bam, ça part de là. Et le logo, il part de là. Et après, on l'a retiré le truc du bas. Et le truc du bas, on l'a retiré, c'est pas parce que une question de droit ou quoi. On l'a retiré parce que à la machine, sur les maillots, ils avaient tendance à partir. Ok. Donc, on l'a viré. C'est juste pour éviter d'avoir de problème de... Sinon, moi, je le trouvais très très beau sur un maillot blanc ou une couleur. On l'a viré parce qu'à la machine, ça tenait pas bien les petites bandes et tout. Et après, Du coup, c'est resté BMS. on a juste mis le BMS qui restait tel type. Voilà. Ok, très bien. Bah, du coup, tu nous as déjà parlé de la création un peu de l'équipe du comment. Ouais. Moi, j'ai envie de savoir déjà là, pour l'instant, aujourd'hui, vous êtes combien à travailler sur le projet? En vrai de vrai, genre vraiment... En vrai, Full time, si tu comptes les joueurs ou pas? on va pas compter les joueurs. Sans compter les gens, on est... Parce qu'en fait, en vrai full time, il y a moi, Alex, Marlon, Kebab, et on venait full freelance. Ok. Ouais, full freelance. Tu vois, les graphistes, c'est des freelances. Les montages, parfois, si on fait ça en interne, c'est des freelances. Les photos, des photos... Hein? Ça vous coûte pas cher? De quoi? Bah, de freelance et tout. Non, ça va. Vu qu'on n'a pas besoin tout le temps, tu vois. À un moment, on a voulu prendre un graphiste à temps plein. On s'est rendu compte qu'on n'en avait pas tant besoin que ça, tu vois. On l'avait très bien payé en plus, j'ai trouvé. Ouais. Et on l'a pris sur 2 mois et après on a dit non frérot, en fait, c'est pas très rentable pour nous, tu vois. Vaut mieux qu'on t'appelle de façon ponctuelle, de temps en temps, que de prendre à temps plein, tu vois. Et au final, non, ça n'a pas été très rentable. Okay. Donc en vrai, on est vraiment 4-5 dessus, à temps plein, tous les jours, au bureau. Il y a moi, un peu, je suis moteur, je suis le mec qui ramène les stats, je fais les clips TikTok et tout. Okay, Il y a Kebab. Kebab, lui, c'est vraiment... Kebab, c'est le mec qui gère les réseaux. Le Instagram, TikTok, Twitter. On se fout de sa gueule, hein, parce qu'après, il me traite dessus, mais vraiment, il est important. Vraiment, il est bon dans ce qu'il fait. Et il y a Marlon. Marlon, lui, c'est vraiment l'homme de l'ombre. Par exemple, on a fait une collab à Citadium, le big collab à Citadium, bah, c'est lui qui était derrière ça. On a un gros projet qui arrive, c'est lui qui est plus ou moins derrière ça. Actuellement, il a un peu pris le rôle d'Alex. C'est vraiment le mec, et même sur nos OP, nos trucs et tout, c'est lui qui nous gère nos trucs, nos machins. Donc vraiment, c'est un peu l'homme à tout faire, qui m'est vraiment important. Et Alex, lui, c'est un peu... parce qu'il taffe un peu moins en interne et tout. Mais souvent, quand il y a des trucs, sur des tournois, il va avec les joueurs. Il est un peu manager, tu vois. Il fait un peu le manager. Bah ouais, moi, je l'ai vu souvent en vrai, en fait. C'est ça, parce que le problème, c'est que moi, je peux pas tout le temps être sur le tournoi. Moi, on a besoin de mon local pour faire du clip, pour faire des clips farming, pour faire des TikTok, toutes ces conneries. Parce que c'est moi qui ramène les stats et globalement, et plus ou moins l'argent, tu vois. On peut monétiser notre audience grâce à ce que je fais et ce que je fais avec les autres. Alex, lui, il est plus avec les joueurs. Quand il y a un joueur qui veut un truc, machin, je veux un PC, je veux une souris. Ok, très bien. Ah. Du coup, mais son rôle, du coup, il a évolué au final, Alex. Ouais, Au début, il est plus... Ouais, en fait, je pense, je dirais qu'il a moins de charge, dans le sens où le contenu, tout le tralala, il gère plus. Il est plus vraiment l'accompagnement des joueurs. Par exemple, il y a un tournoi au Japon, lui, il va accompagner le joueur au Japon. Ok. Truc là. Ok, très bien.
Du coup, là, actuellement, là, on a parlé du merch, mais là, maintenant, là, en ce moment, vous avez une équipe qui est dédiée uniquement à ça ou vous travaillez Pour le merch, Ouais. les merch, on est plusieurs dessus. Le merch, il y a moi, Marlon et Kebab. Et voilà. Ok, donc en fait, tout le monde fait tout. Voilà, et sauf que on a des freelances. Sur les designs, on a des freelances partout dans le monde. En fait, je t'explique. Alors, les deux, ma technique. En gros, moi, j'ai 2 comptes Insta. Ouais. J'ai un compte Insta public et j'ai un compte Insta où personne ne sait qui c'est. Ouais, mais genre personne ne me suit dessus. Personne ne sait qui je suis. Et en fait, souvent sur Instagram, chaque début tu suis un peu le foot ou pas? Ouais. Chaque début de saison, il y a toujours des mecs qui font des concepts de maillots. Normal. Et malheureusement, souvent, ces maillots-là deviennent des lost media. Tu vois, le truc, personne ne va les utiliser. Donc moi, souvent, quand je vois un maillot comme ça, je lui mets en signé, 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 signé. Ok. Je pense que si on avait un budget, on avait peut-être 20 maillots d'avant en rare, tu vois, à pouvoir produire. Donc moi, souvent, je les contacte et je dis ouais, j'aime bien tel truc, j'aime bien ci, j'aime bien ça, C'est une vente c'est concept. bien, nanani, nanana. Généralement, plus du ça coûte pas cher. Et donc, grâce à ça, je me suis fait un petit catalogue de freelance. On a Icaro, brésilien, c'est un Brésilien qui nous a fait des maillots. On a un frérot qui habite au Mexique, qui nous a fait des maillots. On a un mec en Suède qui nous fait des maillots, qui nous fait des designs pour des sapes. On a un autre aussi qui est au Nigeria, qui nous a fait des designs. Malheureusement, il y a des pièces qui ne sont pas sorties parce que plus cher à faire. Je te parle pas uniquement des maillots. Ouais. Je te parle des vestes. Il y a un mec qui nous avait fait un concept de veste qui avait buzzé, mais on n'avait pas forcément les sous. Et même qu'on avait eu les sous, les usines n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on voulait faire. Donc, on a vraiment des gens un peu partout dans le monde. Et grâce à Internet, c'est très facile depuis chez toi. Tu peux avoir, Bien sûr. tu peux être en contact avec les meilleurs designers. Et vu qu'il y a une grosse concurrence, on joue dessus, c'est pas très cher. Ok, très bien. C'est très intelligent du coup. Eh oui. Moi, j'ai une question. BMS, ça a commencé dans le versus fighting. Ouais. Mais moi, je me demande pourquoi est-ce que vous êtes resté essentiellement dessus. Pourquoi ne pas s'être... pourquoi pas avoir essayé... Enfin, je sais que vous avez essayé, mais pourquoi le versus fighting? Est-ce que c'est une question de moyens? Parce que je sais que ça coûte beaucoup moins cher versus fighting pour une équipe. Ouais. Voilà, c'est... Pourquoi le versus fighting en premier lieu? Parce que, 1, c'est plus accessible. 2, c'est moins cher. Déjà, à la base, si on est allé sur le versus... Déjà, quand on est allé sur Smash, c'est parce qu'on kiffait la scène. Ok. On kiffait la scène. Déjà, quand on est allé sur Monaco, on a énormément kiffé la scène. Et on s'est dit, si on se lance sur... on fait notre structure e-sport, on va d'abord se mettre sur Smash. Puis, à force d'être dans le milieu, tu commences à te prêter au jeu, de kiffer, des events. Donc derrière, on s'est dit, on va se focus sur le versus, ça coûte moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher. Tu as un peu plus d'events dans Paris, par exemple, à League of Legends. C'est international. Et au-delà de ça, il y a un détail. C'est que sur versus, tu peux rapidement être dans un top mondial. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Nous, Crêpes Salé, il gagne l'IFA, un major. Owen nous gagne l'Ivo, un major. On a Dombili sur Tekken qui bat le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs, qui bat le meilleur joueur de Vitality sur Tekken. Rapidement, avec peu de moyens, tu peux rapidement atteindre des... À l'époque, il y a eu Raflo aussi. Ouais. Exactement, Raflo, j'en parle même pas, mais Raflo, il nous a carrié, tu vois. Tu peux rapidement atteindre de péter des paliers. Donc, c'était vraiment ça qui nous a motivé à rester dans le versus. Après, sur League of Legends... Moi, c'est ça la question. Pourquoi pas LoL? Mais League of Legends, ça, c'est un éternel débat. Oui, je suis pas le seul, mais moi, surtout, je connais par League of Legends Oplon. C'est le CEO d'Oplon, c'est mon pote. Ok. Je sais comment est-ce qu'il a vécu en LFL. Je sais comment ça s'est passé en LFL. Je sais les dépenses qu'ils ont. Vous lancez en Div 2 de base. Je vais t'en parler. Et Easy Dream. Moi, j'ai dormi chez eux, dans leurs locaux, à Aix-en-Provence et tout. Je sais combien d'argent ils ont mis. Et oui, effectivement, en 2021-2022, on a envoyé une candidature pour aller en Div 2. Dédicace à Tréton et Carnage qui nous ont énormément poussé. C'était Riot qui nous voulait, dans Riot et BJ qui nous voulait en Div 2. Donc au final, on a envoyé notre candidature, sauf qu'il y avait les JL. Donc forcément, il faut être objectif. Les JL ont une plus grosse communauté que nous. C'est plus intéressant d'avoir les JL que BMS en Div 2. Ok. On s'est dit, ok, pas de problème. Donc derrière. Ils ont choisi les JL. Ouais, mais derrière, on a eu d'autres shots pour pouvoir y aller. Il y a des équipes qui nous proposaient. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles de cette époque-là, c'est la période où les équipes académiques avaient été virées. Bon, maintenant, elles les ont introduites, mais c'est l'époque où il n'y avait plus d'équipes académiques. Tu avais GameWard, Géo, je crois, Solarly. Ouais. Et ça nous a proposé d'acheter des slots, des machins, des trucs. Sauf que moi, j'ai dit non, ils veulent nous vendre des balles, des trucs. Moi, je me suis dit. C'est pas cher payé comparé à la LEC. En fait, le problème, c'est pas une question de que ce soit cher payé, c'est que. J'ai expliqué le cheminement après. C'est que. Tu payes 60 000 balles, mais sans manquer de respect à plein d'autres équipes, nous, on est des supporters.
Tu vois, il y a plein d'équipes en LFL, ils n'ont pas de supporters. C'est vrai. Le problème, c'est que des équipes en Div 2, la plupart n'ont pas de supporters. Le problème, c'est que nous, si on va en Div 2, les gens vont dire ouais, bah c'est bien, maintenant on est Div 2, on veut aller en LFL. Si tu veux aller en LFL, tu dois augmenter ton budget. Oui, bien sûr. Une fois que tu es en LFL, les mecs ils vont dire non, nous on ne joue pas le maintien. Nous on veut aller en MMA Master. Si tu veux une équipe qui va aux MMA Master, tu dois avoir du budget. Une fois que tu es MMA Master, non, nous on veut gagner. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, tu veux gagner de l'argent. Et je pense qu'on n'était pas en mesure, et on n'est toujours pas en mesure, et beaucoup d'équipes ne sont pas en mesure de tenir éternellement la cadence avec ces coups. Et surtout que la LFL est devenue la ligue, l'URL la plus en vue en Europe. La plus importante. Surtout que en LEC, tu n'as pas énormément de place, donc forcément, il faut que les joueurs jouent. En plus, ça coûte cher. Ça coûte cher, donc les joueurs se retrouvent en LFL avec des salaires super élevés. Et même avec des salaires super élevés, tu n'es même pas sûr, avec tout le respect, moi je kiffe Gentlemate, même pour Non, mais avec tout le respect, tu vois, même si tu investis, tu n'es même pas sûr. Comme je t'ai dit, on n'est pas obligé d'avoir un retour sur investissement. Et même avec beaucoup d'argent, tu n'es même pas sûr d'avoir une saison bien, tu vois, d'être dans le top 4, top 5, tu vois. À chaque fois, c'est ce que je dis en stream. Il y a trop de trucs à gérer, il y a le côté sportif, côté financier. Comme une course de Ferrari. Si tu as 5 Ferrari qui font la course, tu sais pas si tu en as une qui sera dernière. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que la dernière, elle est nulle. C'est-à-dire que même si toutes les équipes, elles travaillent bien, tu en auras forcément une qui sera derrière. Donc je me suis dit... Il y a une recette quand même. C'est sûr qu'il y a une recette. La cassée, il y a une recette, mais la cassée, ils ont eu des difficultés parfois. Ouais, ils ont eu des difficultés parfois. Oui, ils ont gagné. Bien sûr qu'ils ont génial. Mais ils ont quand même une réussite importante. Mais ça va au-delà de la recette. Moi, j'ai écouté un podcast de monsieur Arthur Porticos, mon gars Arthur. Ouais. Et il a dit un truc qui est vrai, c'est qu'ils ont eu la recette pour gagner la première saison. C'est grâce à ça qu'ils sont venus big, ils ont posé des fondations solides. Mais derrière, l'image de la casser. C'est-à-dire que dans une draft de joueurs, ils ont les premiers choix. Nous, si on arrive BMS, on n'a pas les premiers choix. Donc toi, supposons que tu as un top prospect au poste d'ADC. Ouais. Avant de potentiellement s'intéresser à nous, il va peut-être voir casser Vita, même Solari, des équipes comme ça, ou même Géo qui a plus d'argent. Nous, on aura, entre guillemets, un peu les mecs que personne... Dernier choix, quoi. Donc, il y a un monde où tu montes en LFL, supposons, tu montes en LFL, tu fais la bascule. Je vais te donner un exemple et je les adore. Easy Dream, c'est un peu leur cas. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Généralement, ils ont assez d'argent. Ils ont plus d'argent que la plupart des équipes de Div 2. Donc, ça suffit pour scale et monter en LFL. Mais généralement, ils sont moins attractifs que les autres équipes. Ça ne suffit pas, ils redescendent. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu aller sur League of Legends. Et on a eu plusieurs propositions d'investisseurs. C'est vrai, on a eu pas mal de propositions d'investisseurs. On a eu le groupe Mirage. Ok. Tu vois, qui avait fils de Nike et Landra. Ils nous avaient proposé, ils étaient venus, je te raconte des histoires, ils nous étaient venus, ouais, en grande pompe. Oui, vous inquiétez pas, moi j'étais là, on a un budget, on peut faire un truc comme la casser, blablabla. Et quand il m'a dit ça, c'est pas évident. Quand il m'a dit ça, je suis allé voir Alex, j'ai dit, mais gros, je pense que. Il se rend pas compte. Il se rend pas compte, même si on a une fanbase, c'est pas parce que tu mets de l'argent que tu arrives à l'FL que ta fanbase va faire x10. Ça marche pas comme ça. Le Gentlemate, hein. Gentlemate a sa fanbase. Ils ont leur fanbase, mais je suis d'accord avec toi. Ils s'attendaient à beaucoup mieux. Non, vous attendiez à beaucoup, moi je savais. Mais parce que, en fait. Oui, après, ils ont pas. Moi, je trouve qu'il y a un décalage de culture aussi chez Gentlemate. C'est exactement ça. Les gens qui représentent Gentlemate ne sont pas dans l'e-sport. Exactement, c'est mon point de vue. Alors que Kamel, on sait tout. C'est logique, Kamel. C'est que, moi, c'est ce que je disais, les gens, ils nous ont dit, ouais, mais toi, si tu joues, tu vas à l'FL. Si je leur dis, ça marche pas comme ça. Le problème, c'est que Kamel, avant même de créer la cassée, c'est un visage de League of Legends. C'est un visage de League of Legends. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui supportent la cassée. À cause de Kamel. Ils supportent potentiellement, sans le savoir, la cassée depuis 10 ans. Tu vois, ils supportaient Kamel quand il se stream chez Eclipsia, moi, Ashford. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une histoire. Les gens sont attachés. Et les succès de la cassée, en LFL, en MMA Master, et ce qui leur arrive actuellement à LEC, les saisons qu'ils sont en train de faire, l'histoire de Caliste, il y a comme la fanbase League of Legends, c'est plus ou moins une chasse gardée de la cassée. C'est-à-dire qu'un mec qui ne sait pas qui supporter va supporter la cassée parce qu'il y a un storytelling, de fou, ouais. Parce qu'il y a des visages attachants, parce qu'il y a de la relève comme Caliste, parce qu'il y a des mecs attachants comme que tu veux. Non, Arthur, c'est un visage. Arthur, c'est un influenceur de la cassée. Bien sûr. Dans leur commu, il y a des influenceurs. Il y a des mecs comme, je sais pas, Joman, ça te parle, un mec qui fait du basket. Bien sûr, ouais, il y a des mecs comme ça qui organisent. Anecdote avec lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'ils ont tout un écosystème qui fait que League of Legends leur appartient. Nous, si on vient, on ne peut pas faire la même chose. On aura forcément un peu plus de supporters, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, mais si vous allez sur LOL, ça marche pas comme ça, ça sera pas exponentiel. Moi, League of Legends est plus ou moins la chasse gardée de la cassée, de Solari, et on arriverait sur plus ou moins un terrain connu. Et vous n'avez pas d'autres jeux en vue?
sais pas que LoL. Si, il y a des jeux de versus. Des jeux de versus. Après, honnêtement, je vais te raconter un truc. On a eu une grosse équipe qui nous a proposé une fusion. Ah, je vais pas le dire là. Ah ouais. Non, ça reste confidentiel. Bon, si jamais, ça se trouve, On dira en off. ça se trouve, on va accepter un jour, tu vois. Mais je vais t'expliquer en gros pourquoi on a refusé. Une grosse équipe qui nous a proposé une fusion. Nous, on a buzz, eux, ils ont les sous. Et donc moi, quand on arrive à la réunion, moi, j'étais un peu catégorique. J'ai dit, écoutez, moi, si on fusionne, pas League of Legends. Ah ouais, à ce point-là. Moi, j'ai pas de League of Legends. Parce que pour moi, c'est trop d'argent de dépenser, tu vois. J'ai dit, non, pas de League of Legends. Eux, ils étaient dans le truc, ouais, mais nous, on aime bien LoL, blablabla. Je dis pas de League of C'est la Legends. scène la plus attractive. Enfin, c'est. Celle où tu dépenses le plus Quand d'argent. on compare LoL à n'importe. Bah, tout le versus fighting, en fait. Oui, Ça, c'est rien. il n'y a pas de devant problème, mais moi je pense business. Même si on a du buzz, je le répète, on pourra potentiellement pas générer autant d'argent qu'on le dépensera sur League of Legends. Alors sur le versus, on peut être à équilibre et même être rentable. Tu vois, sans forcément dépenser parce que le salaire de versus sont pas élevés, parce que les déplacements, tu te déplaces pas tous les jours à l'autre bout du monde parce que tu n'as pas de bootcamp à payer. Il y a moins de joueurs. T'as moins de joueurs, t'as pas de coaching staff, t'as pas tout ça. C'est beaucoup moins cher. Donc, oui, ils nous ont proposé, on a eu des propositions de, comme je t'ai dit, groupe Mirage. On a eu une banque coréenne, Anabank, Ah ouais, à ce point-là. ouais, qui nous avait proposé de. En gros, mais après, c'était un peu nébuleux ce qu'ils proposaient. C'était. Nous, on avait l'équipe en Div 2, on montant à l'EFL, et nous ramener des joueurs coréens. Au final, ça s'est pas fait. Petit plan en vrai. Hein? Petit plan en vrai, les joueurs comme. Ah, moi, j'étais pas fan. Après, moi, je suis très. C'est bizarre ce que je veux dire, je suis très nationaliste. Ah ouais, toi, tu veux que des Français? Bah, pas que des Français, mais j'aime bien avoir des Français et des Européens en premier. Tu vois. D'accord. Des Européens et des Français. C'est logique. Hein. De toute façon, c'est obligé, je crois. En LFL, Ouais, voilà. 22 joueurs. Voilà, je préférais avoir ce truc-là d'avoir des joueurs français et tout. Et en fait, l'équipe qui a voulu fusionner, moi, j'aurais dit pas de League of Legends. Et même, il y avait des petits détails où ils voulaient qu'on se rename et tout. Je dis non, si on change de nom, tu perds le truc. Bien faire. Sans moquer le respect, encore une fois, parce qu'on est obligé de dépasser, de parler. Par exemple, moi, je trouve que Galion Géo, je trouve pas que le mariage a bien pris. Pour moi, ils auraient dû soit rester Géo, soit rester comment ça s'appelait TDS. En fait, ils ont dit soit TDS, soit Géo. Tu vois. Et ils ont un peu perdu leur identité. Tu vois, leur identité a fait un peu artificielle. Après, leur but aussi, je pense, c'était justement de la reforger de rien. Parce que Ouais, mais est-ce que tu TDS, ça avait un peu. Enfin, on sait comment ça s'est fini. Ouais, mais TDS avait plus de buzz que. Est-ce que tu sens que ça a pris, honnêtement? Est-ce que tu connais des gens dans ton entourage qui ne sont pas de Galion? Moi, j'ai été au LFL Days et en vrai. Ouais, mais est-ce que tu sais que c'est qui les gens qui avaient les maillots? Ça se trouve, c'est les gens de leur staff. Ouais. Mais après, il y en a des sur mal. Ils ont gros, t'as des gens. Ah non, je rigole, je saute pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire? En proportion, c'est pas. Tu perds au change. En faisant un rename, tu perds au change. Tu vois. Bah, Encore, pour BMS, ouais, c'est pas intéressant du tout. encore si c'est des grosses entités et tu as des personnages très forts. Par exemple, aux États-Unis, on a un exemple avec Moist. Je sais pas si ça te parle, Moist. Moist, en gros, Ludwig et Michael, ils avaient leur structure. Okay. Enfin, Ludwig est devenu ambassadeur à Moist. Derrière, ils ont été rachetés par Shopify. Donc, ça a fait créer Shopify Rebellion. Ça a plutôt bien pris parce que à la tête de la structure, tu as des gros incarnants. Alors que Géo, tu as Sixen, mais Sixen, c'est pas assez big pour ramener énormément de monde. C'était vraiment l'alchimie entre Sixen et Stipix qui te ramenait toute la DA. En plus, tu avais la DA du Sud et tout. Là, c'est un peu hybride, tu vois. Ils sont à Levallois, mais en même temps, ça part du Sud. Donc, les gens ne savent pas trop où se situer et tu n'as pas cet ancrage local pour avoir des notions supporters. Voilà. Donc, nous, on avait proposé le rename et j'ai dit non, c'est mort. J'ai dit pas de LOL, pas de rename. Et j'avais dit, ouais, je veux que le CM de la boîte, ça soit bon CM. C'est vrai, entière. Hein. Parce que demain, je te dis n'importe quoi, on fusionne avec, je sais pas, GameWorld. On fusionne avec GameWorld. Supposons on fusionne avec GameWorld. Tu vois, le ton de GameWorld et notre ton, ça va pas matcher. Il y aura un problème. Si nous, du jour au lendemain, on commence à communiquer comme GameWorld, les gens vont dire, mais on supporte plus BMS, c'est quoi? Nous, on veut des trolls. Ouais, vous êtes dans le subversif, vous. Voilà, on veut des trolls, on veut ou parler de LoL avec Astrid Nelsia, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, on l'a fait. Faut ramener la rue dans l'e-sport. Hein. On ramène nos codes à nous. Et si tu te mets avec des gens avec qui ça ne matche pas trop, voilà. Donc au final, on a refusé et on verra. On a plus ou moins des fois des gens qui nous parlent d'investissement, des machins. En vrai, l'année 2025, il y a pas mal de trucs. Ok, bah de voir ça alors. Du coup, tu as parlé un peu de l'aspect financier de BMS à demi-mot. Ouais, concrètement, vous êtes à l'équilibre, vous êtes rentable? Ouais, on est à l'équilibre, on est rentable, ouais. Mais en fait, le problème, c'est que la rentabilité, ça veut tout rien dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas
dans le rouge. On est dans le vert. Mais c'est que le problème, c'est que si tu as claqué, je dis n'importe quoi, à la fin du mois, je sais pas, comment, admettons, tu touches 3000 balles. Je suis gentil. Tu touches 3000 balles. Très gentil, même. Et que tu en as dépensé 2500. Ouais. T'es rentable. Mais c'est pas un truc de ouf. Et bah, c'est un peu notre situation. C'est qu'on n'est pas dans le rouge. On n'est pas dans le rouge, mais on n'est pas au point de vas-y, là, on a assez d'argent pour faire des trucs à côté. Mais je me répète, je tease quelque chose. Juste avant, on avait aussi essayé de créer des trucs un peu à gauche, à droite pour amener de l'argent. Bah, t'as les maillots. On avait fait les manettes. On a eu des soucis à ce niveau-là parce que la personne à qui on faisait les manettes, bah, moi, de mon point de vue, c'était pas la personne la plus sérieuse. Ouais. Donc, on a des soucis. Mais dans pas longtemps, on a annoncé un truc. On a eu des investisseurs pour un projet qui seront liés plus ou moins à BMS, qui vont leur ramener des sous, des machins. Ok. Sympa. Ça tease. Ça tease, voilà. Du coup, là, qu'est-ce que tu vois comme étant un potentiel principe pour le développement de BMS, mis à part le fait qu'Anthony est un peu au versus? On a un seul frein, c'est l'argent. Ah ouais. Je pense que si on a de l'argent, on paie très bien la fin. Certainement. Tu as de l'argent en principe. Ah ben, tu dis ça, mais des équipes, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, ils n'ont pas de buzz, ils font rien. Il y a des équipes, je vais être méchant, mais des équipes comme SK, frère, ils avaient du buzz, de la fame. Qui aime bien SK? Je me suis intéressé à SK quand il y avait Niski. Récemment, tout le monde s'en tape. C'est pas méchant, tout le respect. J'ai rien contre eux. Il y a des gros problèmes de culture. Il y a des équipes qui ont de l'argent, mais le jour où ils perdent leurs joueurs phares, plus personne ne s'intéresse à eux. Tu parles moi qui le respect, mais une équipe comme BDS, non mais comme ça on sait, Leondex, tu vois. Je te donne un exemple. BDS, ils ont beau avoir des sous, c'est pas l'équipe qui génère le plus d'audience ou d'intérêt au niveau des gens, tu vois. Nous, je pense que si on avait leur budget, après peut-être c'est de la science-fiction, j'ai n'importe quoi, mais si on avait leur budget, on serait potentiellement plus haut, tu vois. Ok. C'est une interview vérité, là. Du quai des vérités. Non, après, je dis souvent ça en stream, en vrai. Du coup, ouais, vous avez ce fonctionnement-là avec l'influence qui est important, en vrai. Totalement, ouais. Ça à comprendre. Pas toutes les équipes le comprennent, mais vous l'avez compris. Est-ce que votre nombre de followers, c'est vraiment une métrique centrale dans votre manière de gérer la structure? C'est important, c'est super important. Quand on négocie des sponsors, c'est les premières choses qui nous... Après, au-delà du nombre de followers, c'est surtout le taux d'engagement. Bien sûr. Parce qu'il y a des équipes qui ont encore une fois plein de followers, mais ils font un tweet, il y a 3 likes, tu vois. Non, c'est le taux d'engagement. Mais l'une des métriques qui compte le plus, et que les gens, on n'en parle pas souvent, c'est quand on est en event, souvent on est plein. J'ai vu ça. Souvent, on est très nombreux. Il y a plein de photos. On a fait un event au King of Field à Aubonne. On était blindés, carrément. On avait une tribune pour... Ouais, j'y étais. Ouais. On avait le King of Fields, on a eu l'UFA, on avait un stand. On a eu un stand, il faut parler franco. Le stand, on l'a rentabilisé, on a dû payer le stand on l'a rentabilisé en 1 heure, tu vois. En plus, vous vendez du merch là-bas. Ouais, voilà, on coûtait un peu cher le stand, mais on l'a rentabilisé en 1 heure, c'était réglé, tu vois. On a vendu énormément. Donc, on a une commu qui se déplace aux events, qui est présente sur Twitter, et ça, c'est vraiment important pour nous, tu vois, de montrer que c'est vivant, qu'on n'est pas juste des mecs, on fait de l'e-sport et personne ne s'intéresse à nous. Il y a vraiment un truc. Et que tu parlais du côté influence, c'est que dans notre commu, pas à l'image de la cassette, parce que de la cassette, t'as des mecs de leur commu qui sont des influenceurs qui ont 10 000. Nous, on a quand même des têtes, et c'est grâce à eux qui font vivre la commu. Vraiment, le truc comme je dis souvent, quand tu as une structure e-sport et que tu as des fans, la structure, elle t'appartient plus. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Elle t'appartient plus dans ce qu'on fait. On est toujours impacté parce que qu'est-ce qu'ils vont penser? Bien sûr. Quel que soit le truc. On a voulu faire un maillot récemment. Tellement on bégayait au local, on a dit ouais, vous pensez quoi de ce maillot? Les gens se disent ouais, c'était mitigé, t'avais 60% de gens qui trouvaient bien, 40% qui n'aimaient pas. On dépend énormément des stats et de notre commu. On est vraiment dépendant de notre commu. Si c'est notre commu qui nous pousse à faire des trucs, qui nous motive à faire des trucs, sans eux, on serait ça fait très discours populiste et tout, mais vraiment sans notre commu, sans notre commu, on serait pas BMS, tu vois. Il n'y en aurait pas cette interview-là. Tu ne calculerais pas. C'est méchant. Ouais. Bah oui. Bah, du coup, ouais, vous avez ce fonctionnement-là, avec des micro-influenceurs dans la sphère de BMS. Ouais, des kiffeurs. Les têtes d'affiche un peu qui donnent le go pour tout le monde. Ouais. Ok. Moi, j'ai une question. Elle est un peu... T'inquiète pas. Est-ce que BMS survivrait sans toi? Non, moi je l'ai dit, si demain je meurs, tout le monde... à chaque fois, c'est ma phrase de local. Je leur dis, si demain je meurs, tout le monde meurt. Bah non. Impossible. Bah non, parce que je suis le porte-voix. Je suis le mec qui ramène les stats. Okay. En fait,
Bah, ça s'est fait déjà par mon statut, parce que j'avais déjà de la fame et tout, mais je suis très vocal. Moi, j'hésite pas à aller sur le Discord, un petit peu moins maintenant, mais à parler avec les gens, ouais, nanani, les mecs de la commu, ah, t'aimes bien si, nanana. Quand les mecs de la commu font des events, je viens de temps en temps, ou ils font des streams, je viens regarder. Non, clairement, je pense qu'actuellement, demain, il m'arrive un truc, BMS Sport. Oui, peut-être que j'avais beau temps, c'est vrai. Mais je pense qu'il y en a beaucoup, quoique non. Par exemple, moi, je pense que la cassée, il y en a qui me disent que non. Moi, je suis sûr que si demain, avec la Je pense qu'elle survit. Hein. elle survit. En fait, ils en sont rêveurs. Ils ont une histoire maintenant. Ils ont une histoire. Je pense qu'ils survivent. En fait, ils survivent. Tellement le truc est big. Forcément, il y a un truc qui va se casser, mais il y aura un après. Moi, si demain, je suis pas là. Ça peut créer un truc de martyr. Ouais, voilà. Demain, je suis pas là. Je pense que ça va être compliqué. On sera là. Parce qu'il y a des équipes plus petites que nous qui n'ont pas de buzz qui sont là. Mais ça fait gros mec qui sens des fleurs. Mais il faut dire la vérité, ça sera pas pareil. Ça sera pas pareil avec moi, mes trucs. Quand je fais mes streams ou des fois, je fais mon paint où j'explique les finances du truc. Tu perds ça, en fait. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est C'est important. comme le Real Madrid sans Florentino Pérez. Ça veut rien Tu dire. vois, ça sera... Ils vont toujours exister, mais tu perds un truc. Après, je dis Real Madrid comme j'abuse. Parce que Real Madrid, même... Non, j'avoue, le Real, il abuse. Il y avait Zidane. Genre, ouais, il y a eu Zidane. Le Real sans Zidane. Ah, non, ça y est, je suis allé loin. Non, c'est vrai que c'est loin. Est-ce que vous avez des objectifs court, moyen, long terme? Ouais, l'argent. Dis-nous. Non, en vrai, moi, je te dis, là, je te dis mon objectif. Vente de maillots, nouveau sponsor. Parce qu'en vrai, là, niveau sponsor, par exemple, là, t'as Wawa. C'est le meilleur jeu, mais Il est très fort. ouais, il est super fort, mais le truc, c'est que là, t'as des équipes un peu étrangères qui s'intéressent à lui. Ah, Si demain, ils mettent une Keystar, on peut pas s'aligner. Il devra partir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'argent, pour que demain, si on a une pépite, un top player, on puisse le garder. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on sait prospecter des top players, par exemple. Je te donne un exemple. Il y a 2 jours, je te montrais sur WhatsApp, j'ai envoyé un message à un pote, je lui ai dit putain, il y a un petit présent sur Street Fighter, il est trop fort. Ouais. Ouais, il y a un petit sur tel jeu, il est trop fort. J'ai regardé. Ouais, nous, voilà. Mais le problème, c'est qu'au début, tu peux les avoir, mais plus ils vont devenir bons, il y a d'autres équipes qui vont essayer de les prendre. Raflo, quand il part, c'est parce qu'on n'a plus les moyens. On peut, parce qu'il a des Ça, la seule unique raison. oui, bah oui, il a des ambitions qu'on peut pas remplir parce qu'on n'a pas le budget pour aller au. Donc vraiment, le nerf de la guerre, c'est les sous. C'est les sous. Ça, vraiment, il faut qu'on ait de l'argent. Deuxièmement, il y a un truc qui est trop important, c'est que vraiment, en plus, il n'y a pas très longtemps, on a été en contact avec des villes. On veut vraiment faire une vraie académie. Ok. C'est un peu comme un club de foot comme Arsenal. Tu prends des petits d'une ville et tu les fais jouer avec des top players, des machins. T'organises. C'est un peu à l'image d'un club de foot local ou un club d'échecs ou une connerie. Et on a, c'est un des projets qu'on veut vraiment mettre en place pour 2025. Et après, éventuellement, aller sur d'autres jeux. Voilà, comme je t'ai dit, je t'ai parlé avec une petite 13 ans qui habite dans le sud de la France, ou des petites 13 ans en Italie ou Chine, comme ça. Ouais. Ça va aller chercher loin de ouf. Oui, c'est un peu notre business model. On regarde Crêpe Salé, quand il arrive, il avait 13 ans. Ouais. Raflo, quand il arrive, il avait 15 ans, il a 19 ans maintenant. Ok, Tu vois. déjà. Il avait 15 ans. Wawa, il arrive, il avait, je crois, 19 ans, il en a 23, 24, tu vois. Donc, vraiment, on veut appuyer cette... Vous ressemblez un peu à Cassé là-dessus, d'ailleurs. Vous êtes un peu comme un incubateur. un... Sauf que eux, ils ont les moyens de les garder. Caliste, ils ont les moyens de l'envoyer jusqu'à l'essai. Eux, en fait, maintenant, ils ont l'incubateur et l'équipe. Pour moi, c'est le meilleur business model. Nous, c'est ce qu'on a fait à petite échelle. Mais pour moi, c'est le meilleur business model. Tu prends ton joueur. Parce que les gens se rendent pas compte à quel point c'est bénéfique d'avoir un jeune joueur, de l'encadrer et surtout de lui mettre, comme je dis, les fichiers dans la tête. Parce qu'il y a plein de joueurs qui, des petits, tu leur mets un maillot, ouais, je forme un joueur. C'est pas ça. C'est tu prends un joueur, tu fais jouer avec les meilleurs joueurs, tu fais bootcamp avec les meilleurs joueurs et tu essaies de lui inculquer un truc de il faut que tu gagnes, il faut que tu t'améliores, il faut que tu gagnes. Et derrière ça, c'est que y a une fanbase. Tu sais que tu joues pas que pour toi. Tu joues pour des gens, il y a des gens qui t'encouragent, il y a des gens qui vont. Donc, tu as ce truc-là. Donc, vraiment, on va essayer de créer notre incubateur. Ok, très bien. Parfait. On va passer à la prochaine image. T'en restes des images, t'inquiète. Je suis prêt. Non, mais c'était 2 là. Ok, tiens, celle-là va te faire plaisir, je pense. Oh là 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 là. Une très grande image. Ça, c'est l'une de mes plus grandes photos sur Instagram, ça. J'aurais jamais cru dans ma vie que je toucherais. J'aurais jamais cru dans ma vie que je toucherais au trophée de l'Evo. Jamais. Mais en fait, je dis ça parce que moi, j'étais déjà à l'époque 2013-2014, quand Luffy gagne l'Evo sur Street Fighter. Je regardais déjà un peu, mais de loin. En vrai, j'étais pas vraiment dans le truc. Moi, j'étais plus sur Beef Fever et tout. Et je voyais. Donc, moi, je voyais déjà l'importance de l'Evo, surtout le trophée, le truc Evo Moment, ça te parle?
Women, tous ces trucs-là. Et je me rappelle, c'est marrant que j'en parle maintenant, je n'oublierai jamais le jour où je me dis putain, mais il y a peut-être un monde, il gagne l'Evo. C'est le jour où Wawa gagne les World Dragon Ball Fighter Z. C'était dans le 20e, dans les bureaux de Gozulting et tout. Et je me rappelle, je rentre en trottinette, je ne verrai jamais. Et je me dis, mais putain, là, il vient de gagner les World. Imagine, il gagne l'Evo. Et je me dis, non, ce serait incroyable. Jamais, il peut jamais. Parce que malgré tout, il était favori. Mais tu te dis, non, tu peux pas être béni à ce point-là qu'il gagne l'Evo. On arrive au tournoi à Las Vegas. Tout se passe bien, sauf que on est tous déphasés. En gros, il y a le décalage horaire. Et à Las Vegas, il fait 40 degrés. J'aurais fait un truc comme 40 degrés. Et on est cuit de ouf, tu vois, on est cuit. Là, je me rappelle, Wawa, il me dit j'ai sommeil, machin, il commence à pas être bien. Le jour 1, ça allait. Le jour 2, c'est, je crois, top 64 jusqu'à top 8, jusqu'à la finale, quoi. Ouais. Et il commence à me dire je suis pas bien. Il commence à sortir mon Et là, je me dis, oh, dommage. Et en fait, tu dis tout ce trajet-là pour ça. En plus, il y avait les équipes de Red Bull qui étaient venues pour un documentaire. Et Wawa perd son match en winner, je crois, contre Yasha de Soudari. Et là, je me dis, non, c'est mort. Là, je commence à me dire, c'est mort. Je commence à me dire, non, c'est mort. C'est fini. Putain, c'est cuit, ça va être compliqué. Genre, mais En même temps, c'est pas de sa faute. ouais, c'est pas de ça. Moi, je pense que la fatigue a joué. Mais en fait, malheureusement, moi, j'ai souvent un truc, je suis trop pragmatique. Et souvent, Kebab, Sam, il dit, ouais, t'es trop négatif. Mais rarement, je me trompe. Quand un de nos joueurs va perdre, souvent, je me sens. Dès les premiers trucs. Après, le truc, c'est que j'ai tellement regardé, par exemple, Crêpe Salé qui est chez nous. Quand il va perdre, souvent, je le sens. Bah, tu le connais. Mais après, il commence, en grandissant, il commence à avoir ce truc du clutch player. Des fois, il y a des games où tu te dis, il va se faire casser la gueule, et au final. Mais quand il était un peu plus jeune, je le savais. À sa façon de regarder, la cam. Et ce jour-là, Wawa, je me dis, bizarre. Et quelques mois plus tôt, pourquoi j'avais cette image en tête? Il y avait les finales du championnat d'Europe de Dragon Ball Fighter Z. Wawa me mène 3-0. Il mène 2-0. Donc il faut gagner une game pour gagner le tournoi contre Yasha. Il perd 3 games de suite, il se fait reset. Donc ça veut dire que le premier qui a 3 games gagne le tournoi. Et je me rappelle, Wawa, je le regarde et je sens qu'il est en mode chien battu. Et là, quand on arrive à l'Evo, je me dis, putain, il va nous faire le même truc. Donc il arrive jusqu'en finale, il retrouve, en demi-finale, il retrouve Yasha. Et il bat Yasha, mais 3-2. Genre super close. Ouais, de fou. Il bat Yasha 3-2. Et il arrive en finale. Et la finale, il doit gagner 6 games. Il en perd 2. Donc il reste une game à son adversaire pour gagner le tournoi. Donc moi, dans ma tête, je me dis, vas-y, c'est mort. En plus, c'est le reportage Red Bull. Tu me vois, je suis abattu. Je me touche la tête. J'ai envie de pleurer. Mais tu rigoles, mais je voulais pleurer. Et moi, je avec, je suis émotif, mais pas comme ça, tu vois. Ça traverse là. Non, vraiment, là, j'avais pleuré. Mais tu sais que le premier degré, je me retenais de dingue. Je voulais pleurer de ouf. Parce que je me dis, on a fait tout ce trajet-là, tout ce chemin-là, on a Las Vegas. Et il est mené 2-0. Et en plus de ça, il y a un truc, c'est que la salle, c'est un Américain face à nous. On a Las Vegas. Toute la salle, go USA. Bah ouais. Et il nous chahute. Et genre, c'est pas. Avec qui, moi? Ouais, il nous chahute et tout. T'as envie de remettre des patates. Moi, j'ai envie de me battre. Mais tu restes calme. Il revient, il y a 2-0. Ouais, il gagne 3 games. 3-2, il reset et gagne l'Evo. Et après, on pète un câble et tout. On saute. Il y a un mec qui l'a sécu. Il m'avait dit de pas monter sur la scène. Je m'en bats les couilles. Le mec s'accuse. Je mets un coup d'épaule. J'ai couru et tout. Et je fais mon truc, tout ça. Et après, Wawa, mais trop un personnage humble. Je lui dis, ouais, gros. Explose un peu. Attends, mais je vais te dire ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mon gros, t'as gagné l'Evo. Même si tu es une stripteaseuse, je te paye tout. Et il me dit, non, je veux juste un Subway. Ah ouais. Ouais, et je lui ai acheté son Subway. On lui a acheté un Subway. Il est reparti à l'hôtel. Il a joué à Multiversus. Ah ouais. Voilà. Il a joué à... Attends, c'était Multiversus, je crois. Ouais, il a joué à Multiversus. Non, mais c'est un vrai jeu. Il a joué à Dragon Ball Fighter Z, Multiversus. Et il a débriefé sa game. Et voilà. Et là... Comme s'il n'a pas gagné. Voilà. Et après, moi, j'ai pris toutes mes photos avec l'Evo et tout. J'étais là. Voilà. Et c'est une grosse... Surtout, je repense à l'AS Monaco eSport, tu vois. Parce qu'il était avec moi, l'AS Monaco. Ouais, bah oui, justement. Il ne l'avait pas gardé et j'étais content. Parce que c'était une preuve qu'il s'était trompé, que j'avais raison. J'aime bien avoir raison. J'imagine, ouais. On a tous... J'ai trop d'ego sur ce truc-là. Okay. Du coup, ouais, c'est un peu la consécration. Totalement. Ok, bah parfait. On va passer à la dernière image. Après, on a la question Chrome. Du coup, la petite lettre ouverte. Ouais, si t'as un sujet que t'as envie d'aborder précisément. Ouais. Et moi, j'allais te poser une question aussi après. Vas-y, t'inquiète. Tiens, je te donne ça. T'as ma matinée. Je te donne ça.
sale bâtard. Non, après, j'ai payé le petit côté Il devait la faire, hein. humoristique, tu connais. Ouais. C'est important, on en rigole. Vaut mieux en rigoler que la gueule. Ça fait combien de temps que tu joues à Notjoint? 3 ans et demi. 3 ans et demi? Ok. T'as fait combien d'heures à peu près? T'as une idée? Sur cette saison, je suis à 200 games. T'as 200 games cette saison là? 1 million de points sur Zerat. Dans Dans 700 000 points, je me dis, oh, je suis plus une bof. T'as 700 000 points sur X. Ouais, parce que les 2 premières saisons, je jouais que lui. T'as changé de compte ou pas? Non, jamais. Mais ça, attends, mais ça, moi, contrairement à tous les mecs là qui changent de compte ou qui sont Hello Boost, moi, jamais. Oh, non, ça m'est déjà joué avec en light. Ça m'est déjà arrivé de jouer avec des mecs plus forts que leur Hello, mais je fais 1 ou 2 games max. Et je me rappelle, j'ai dit que jamais je changerais de compte. Quand j'étais tombé faire 4, tout le monde m'a dit, mais refais un compte. C'est une dinguerie de se retrouver dans le top 0,4. Et après, c'est pas fini. Tu sais que quand j'étais vers 4, mon MMR, je faisais plus 6, Oh, mais ouais. moins 18. Oh là. Et les gens, ils m'ont dit, c'est mort, machin. Et j'ai dit, écoutez-moi, sur la tête des MMR, je vais remonter bronze avec ce compte-là. Tu sais que remonter bronze avec ce compte-là, ça relève vraiment du J'ai miracle. raté. Là, je suis redescendu, mais je pense que là, je joue top depuis 2 semaines, un truc comme ça. Je pense que je vais passer Silver. Bah, moi, je te le souhaite. Non, tu le sais, je te dis que je vais passer Silver, j'en suis certain. En fait, quand je joue, dédicace à Shriek, je regarde les tutos de Shriek, je te jure, je regarde les tutos de Shriek. En fait, je m'en fous, je jouais comme un mongol, en fait. Ah, c'est souvent ça. Hein. Je jouais... C'est dur de se remettre en question sur là. Ah, mais moi, je me remets tout le temps en question. Vraiment, surtout. Et vraiment, je me suis rendu compte que je jouais comme un mongol. Je jouais comme un fou. Je jouais juste pour tuer la gestion de Et wave. tu joues la mécanique. C'était pas mon problème, la gestion de wave. C'est important. Et là, je me rends compte que juste en jouant... Et en plus, je suis même pas assez bon dans le last-hitting parce que j'ai joué support quasiment 3 ans. Et donc, depuis peu, je joue top, Garen, No Brain, Il en faut pas. top millionnaire. Et en vrai, ça se passe. J'ai des très bons KDA, malheureusement, je perds. Je pense que sur ma lane, sur les phases de lane, je suis très bon. Face aux mecs de mon elo. T'arrives pas à reprendre. Voilà, généralement, quand je joue avec mon pote, je suis contre des silver, je les tabasse. J'arrive à tabasser des top laners silver. Ouais. Silver 3, silver 2, 3. Mais c'est sûr, 3 ans et demi, t'es bon mécaniquement. Tu vois, j'arrive à les tabasser. Mais par contre, je pense là où je suis mauvais, c'est mes décisions quand on sort de la phase de lane. C'est le plus important. C'est là où je suis mauvais. Bah oui, c'est là où c'est là où les games se switch. Et c'est là où je suis encore mauvais. Mais comme je dis ça, laisse-moi un peu de temps, j'arrive au master. Ça, t'as la carrière du top, ça, t'as l'image du top. C'est que moi là-bas, Grand fort. je jouais des persos style Lux, Nico. Moi, mes 3 persos que j'ai le plus joué, c'est Lux, Ah, Nico. t'aimes bien être. Ah, moi, je suis Le contraste. Ouais, moi, je suis une petite kawaii, hein. Ah ouais, moi, Lux, gardienne des pyjamas. Ah ouais, hein. Tu sais, avec son pyjama et ses oreilles. Ah ouf. Ah, moi, c'est mon perso préféré de League of Legends. Je te parle ça. Luxe? Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Non, mais il faut un peu de douceur, tu vois. Il y a un peu de douceur sous ce gros tas de muscles. Ouais, je vois ça. Il y a un petit cœur sur ce. Exactement. Ok, bah très bien. Merci en tout cas Mais derrière, pour ton honnêteté. Tiens, je te passe. Ça, c'est la question Chrome. il y a un écrit là. Il n'y a rien écrit, rien écrit. C'est une petite lettre ouverte si t'as besoin, si t'as envie de parler de quoi que ce soit. Et après... Alors, une lettre ouverte, dédicace à toute la communauté BMS. Parce que vraiment, encore une fois, c'est pas un discours populiste, des mados ou quoi, hein, mais vraiment, ça commence, on serait mort. Grâce à la vente de maillots, ils font vu la commu, grâce à leurs tweets, BMS est connu plus en dehors de l'e-sport que dans l'e-sport. Mais malgré tout, ça contribue à l'image de la structure et tout, même si, voilà. Mais les gens savent qu'on existe. C'est très important. Je vais me répéter, sans vouloir tirer sur les autres, tu as beaucoup d'équipes e-sport qui n'ont pas de communauté. Nous, on a une commu qui est là, qui est vivante, qui organise ses propres events, qui se capte avec ça, qui viennent supporter sur Twitch, qui viennent spammer les émotes sur les... Donc vraiment, on a une communauté de ouf. Vraiment, vraiment, sans eux, on serait que dalle, on serait nulle part. Et deuxième lettre ouverte, dédicace aux sponsors, venez investir chez BMS. BMS, actuellement, nous, la caméra, BMS, actuellement, c'est un peu comme le Bitcoin en 2013. Si vous ratez le train, c'est dommage pour vous. Donc, c'est le moment de mettre de l'argent, hein, sinon, vous serez des has-beens et vous serez obligé de sponsoriser des équipes nulles comme Solari après. Eh, moi, j'ai rien dit. Voilà. Je n'ai strictement rien dit. Investissez dans le Bitcoin. Sans la bouche de Joël Pan. Voilà. Ok, très bien. Moi, j'avais une petite question. Pose une question, Smash. Moi, t'as vu, j'ai pas joué à Smash dans la Ouais. rue. Je vois un peu la scène de loin comme ça, comme un truc vraiment. Oula, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me parler des pédos, des trucs comme ça? Non, non. C'est le mec qui me dit je vois ça de loin à chaque fois. Il me dit ça. Ok. Non, non. Pardon. Non, rien à voir. Non, Ouais. mais après, je vois vraiment le truc un peu. Je vois qu'il y a beaucoup de limites en fait. Et je vois que le développement, il est trop. Enfin, il est quasi impossible à cause du fait que Nintendo. Mais tu sais que. À cause de Nintendo en grande partie, même
la scène en elle-même, elle a une image un peu. Moi, je vais pas t'apprendre, hein, c'est Smash. Je suis allé à quelques events, du coup, j'ai un petit vision là, de loin. Je me dis, c'est compliqué, tu vois, de grandir dans un jeu vidéo comme Smash aujourd'hui. Je suis plus ou moins pas d'accord. En fait, déjà, moi j'ai un avis, mais après, l'histoire de Nintendo, moi je maintiens qu'on n'a pas besoin de Nintendo pour se développer. Moi, je trouve que c'est le pire frein à Smash. Ouais, mais en fait, dis-moi ce que tu penses que Nintendo pourrait nous apporter. Bah, si seulement ils géraient leur jeu comme Riot gère leur jeu. Ouais, mais sur quel point? Parce que Dans son effort, en fait. parce que le problème, c'est que tu dis qu'ils gèrent leur jeu comme mais tu parles d'une gestion à la League of Legends. Bah, du gestion e-sport, Smash, c'est un gros potentiel en vrai. Ouais, mais League of Legends, c'est pas un jeu de combat. Par exemple, je donne un exemple. Project 2XKO là, qui va sortir, la gestion elle sera de l'e-sport, elle sera similaire à Smash. Tu auras énormément de petits tournois, forcément. Riot va faire son circuit, ils vont faire leur propre circuit, mais globalement, les tournois seront à la charge de Théo qui va organiser des multis, des trucs comme ça. Tu vois. Ce sera un peu à l'image d'un Street Fighter ou d'un Tekken. Tu as un World Tour, mais derrière, tu as des petites états, tu as des petits tournois. Et je pense pas que ça vraiment va faire step up Smash. Je pense que vraiment Smash... Après aussi, t'as la vision française du jeu. Ça doit beaucoup jouer. Forcément, si tu vois les petites weekly, les weekly où il y a des mecs... Mais le truc, c'est que Smash se passe aux États-Unis. C'est vrai. Là où League of Legends, c'est un truc très européen, Smash se passe aux États-Unis. Quand tu vas au Major aux États-Unis, tu comprends qu'on est dans une autre galaxie. On est vraiment dans une autre galaxie. Il y a du monde, il y a des big sponsors, il y a des Red Bull qui viennent, il y a des Coinbase de crypto qui sponsorisent. Là où en France, c'est beaucoup plus petit. En vrai, je pense que c'est surtout qu'on n'est pas sur le bon continent. Même si la commu française est exceptionnelle sur Smash, il y a des Théo, il y a des super joueurs, il y a des coachs. Je pense vraiment ce qui nous nerve, c'est là où on est, c'est le continent. Plus que Nintendo. Regarde, Nintendo n'aide pas, mais tu as des Genesis 8, tu as des tournois comme le Genesis, tu as le Supernova, qui a été nerf par Nintendo. À la base, c'était la Super Smash Con. Nintendo a dit que vous devez faire un branding, mais tu as le Supernova qui existe encore. Je pense vraiment que c'est une question de continent. Et après, derrière, oui, il y a des trucs sans Je suis un hater de Nintendo, je t'en pas. Ah, moi, je suis un Je trouve ça terrible ce qu'ils font. Moi, je suis un hater de Nintendo. On va pas On va grave manger en plus dessus, c'est trop Ouais, mais bien sûr. Mais après, en termes d'e-sport, Nintendo, c'est de la merde. Bah oui. On l'a vu sur d'autres jeux. Des jeux comme ARMS, c'est pas ouf. Ils ont leur jeu avec de la peinture, là, comment ça s'appelle? La tout machin, c'est pas fou. C'est une dinguerie de faire une scène d'e-sport dessus. Ils ont quand même l'air. Et ils ont quand même floppé. Ils ont fait des tournois sur Smash. C'était de la merde aussi. Ils ont pas la culture. Ils ont pas le truc, tu vois. Nintendo, pour moi, on n'a vraiment pas besoin de. Pourtant, c'est des Japonais, hein. Au Japon, l'e-sport, c'est quelque chose de. Ouais, mais le Japon, avec l'e-sport, t'as raison. Il y a des trucs où ils sont très très forts. Mais déjà, t'as la dimension cash prize. T'as beaucoup de jeux au Japon, t'as pas le droit de gagner du cash prize. C'est emmerdant pour une structure. Et même pour en vivre, pour avoir une scène plus ou moins pro, c'est compliqué. Si tu joues pour gagner une manette GameCube, une pote, tu vas pas aller nulle part en fait. C'est vrai que t'as pas très envie de jouer. Voilà ça. Mais je pense vraiment, c'est vrai que vu le lecteur, il y a des soucis en interne, il y a des histoires, des machins, mais je pense qu'il y a d'autres chaînes qui ont des problèmes aussi. Mais après, tu me dis mauvais continent. En vrai, LOL, c'est énorme aux États-Unis aussi. Oui, mais ça l'est beaucoup. Oui, mais c'est ça comparé. Ça l'est beaucoup moins. Ça l'est beaucoup moins. Encore moins à l'Asie. Mais en fait, LOL, c'est international, c'est partout. Oui, mais c'est pas comparable. C'est vrai que c'est pas comparable. C'est pas comparable en termes de jeu. Tu es sur un écosystème de MOBA. De MOBA, il va comment l'accessibilité au jeu, elle est compliquée. Il faut avoir la console, le Exactement. LOL, c'est gratos. C'est gratos. T'as combien de MOBA en vrai? T'as de big, t'as Dota et LOL. Des jeux de combat, t'en as 15 000. Dota, on connaît. Tu vois, tu veux dire, t'as tellement de trucs à jouer, t'en as plein. Moi, quand on me dit jeu de combat, déjà, premièrement, je pense à Street Fighter. Pour moi, c'est Mais très souvent, les gens pensent à Tekken ou Street Fighter avant Smash. Bah oui, moi je pense à ça avant. Parce que historiquement, il y a Kayane, il y a des grands noms de l'e-sport français de manière générale. Qui ont brillé sur d'autres jeux avant de briller sur Smash. C'est ça. Donc oui, tu as aussi la player base. Tu peux même le faire jouer sur ton PC qui n'a pas l'air exceptionnel. Ah ouais, je suis monté diamant de une ranked. Il tourne bien sur ce PC. Voilà, tu vois. Alors que Smash, tu as besoin de la console. Mais attends, je t'ai pas fini. Tu as besoin de la console. Tu as besoin du jeu. Sache que Smash est sorti il y a 7 ans et il coûte toujours 50-60 balles. Et en plus, si tu veux faire du compétitif, tu dois avoir chaque perso. C'est loin des blocs. 5 balles. Moi, j'avais fait en stream, on avait fait ce que j'expliquais. Il fallait 130 balles environ pour pouvoir avoir tous les persos et pouvoir taffer tes match-ups, tes trucs. Grosse barrière d'entrée, du coup. Voilà, grosse barrière d'entrée. Ok, d'accord. Très bien.
Du coup, je te remercie beaucoup pour ton temps et Mais de rien. d'être venu jusque là. Du coup, ouais, merci du coup, pour ton temps et pour l'opportunité. Mais de rien, petit. Sing your love, baby.